pour nous engager dans ce sujet, je commencerai par revenir sur un grand auteur, Laplace, qui a proposé l'idée suivante, qui me semble aussi fascinante que potentiellement terrifiante. La terreur est aussi un bon moteur de la recherche et de l'intelligence. Donc, une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Alors, ce qu'on a appelé le démon de Laplace, cette intelligence omnisciente capable de tout prédire à partir de l'état présent, aussi bien de parler du passé que du futur, et à un niveau plus modeste, ce qui serait éventuellement ce qu'on pourrait appeler des mini-démons de Laplace, pourrait bien être incarné par ce qu'on appelle, pour l'instant en tout cas, les algorithmes prédictifs. Hein. Donc ces algorithmes destinés à prédire le futur. Pour en fournir une courte définition de travail, et puis bien sûr nos experts nous en parleront de façon beaucoup plus pertinente, les algorithmes, donc au départ, ce sont des moyens de calcul, des tables de calcul, mais ce sont aussi, par extension, des programmes informatiques destinés, à partir de calculs mathématiques, à associer, traiter, interpréter une multitude de données. Ça permet d'envisager, donc, à partir de cette idée-là, de prédire des comportements humains, notamment. Alors, ce n'est pas la seule chose, mais notamment les comportements. Et c'est de ça qu'on entend parler le plus souvent, l'idée que, par exemple, Amazon va pouvoir prédire quel sera votre prochain achat et, évidemment, tenter de vous y pousser, par exemple. Bon. D'autres exemples seront bientôt donnés. Et alors, outre la question de la faisabilité technique actuelle de ce type de prédiction, à court et moyen terme, intervient rapidement un problème éthique qui est au croisement de questions touchant à la vie privée, la manière dont les données sont collectées, stockées et utilisées, et éventuellement la question de l'usage public, l'action publique qu'on peut envisager à partir de ces données. Et la science-fiction, puisque c'est aussi et surtout la science-fiction qui nous rassemble ici, les rapports entre science et fiction, la science-fiction a proposé toutes sortes de scénarios qui... notamment de logique de prédire le crime avant qu'il soit commis, pour dramatiser un peu les choses, au risque du coup d'enfermer des gens qui n'ont rien fait, simplement parce qu'ils auraient eu éventuellement l'intention de faire quelque chose. Alors, ce sont ces aspects, les perspectives que ces différents aspects ouvrent sur des questions sociétales, politiques et techniques que nous allons évoquer avec nos participants. Alors, immédiatement à ma gauche, Olivier Herscheid, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nantes, et qui rend public une grande partie de ses réflexions et de ses activités sur son blog affordance.info, où notamment il traite de la question des algorithmes, et il a publié récemment deux ouvrages qui se rapprochent de nos questions ici, Les fables connectées chez Publi.net et L'appétit des géants, pouvoir des algorithmes, ambition des plateformes en 2017. À ma gauche, Jacques Priol qui vient de faire paraître un ouvrage qui s'appelle Big Data des territoires. Alors, algorithmes et Big Data ne sont pas exactement, ne se recouvrent pas tout à fait, mais très certainement, ils sont liés dans les questions qui nous intéressent. Donc, Big Data des territoires, les stratégies de la donnée au service de l'intérêt général. Il dirige un cabinet de conseil, Civiteo, qui notamment vise à aider à mettre en place des stratégies pour l'intérêt général. Il nous en dira plus très bientôt. À gauche encore, Claude Eken, écrivain bien connu des habitués du festival, de même que d'ailleurs que Karim Berouka, à sa gauche. Donc Claude Eken, qui a écrit donc de multiples romans de science-fiction. Certains ils seront plus faciles à mobiliser aujourd'hui. Je pense notamment à L'univers en pièces, qui prédisait à sa manière déjà la manière dont on pouvait prédire les choses. Il a également participé à diverses réflexions concernant la science-fiction et notamment le temps dans un ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions du Somnium. Auquel Simon Bréant participe également. Voilà. Bon. Et enfin, donc Karim Berouka, également écrivain, qui est co-directeur de publication du blog La Fabrique de littérature microscopique et qui vient de publier, je crois, en tout cas c'était sur votre fiche, sur ta fiche,
Non. D'accord. Parce qu'on n'a pas le temps d'en parler. Oui, et qui vient de publier notamment le Club des punks contre l'apocalypse zombie. Donc une perspective tout à fait Big Data. tout à fait réjouissante et Big Data. Alors, sans plus vous faire attendre, je lance la conversation, la réflexion en posant la première question donc sur la question de la prouesse technique que peut représenter la question. Ça marche pas bien, des algorithmes, en posant d'abord une question donc, à Olivier Herscheid pour nous expliquer un petit peu plus clairement en quoi peuvent consister ces algorithmes prédictifs. D'accord, bonjour à tous et à toutes. Alors, ces algorithmes prédictifs, en fait, ils ont moins pour fonction à mon sens en tout cas, de prédire l'avenir que de nous inciter à reproduire le passé. Je m'explique. Ces algorithmes, ils jouent en gros sur 3 leviers principaux. Le premier levier, c'est l'historicité de nos propres goûts, de nos propres préférences, de ce sur quoi on a déjà cliqué, de ce qu'on a déjà acheté, etc. C'est notamment comme ça que fonctionne Amazon, qui nous recommande un certain nombre de bouquins de SF si on a déjà acheté des bouquins de SF. Donc il y a l'historicité. Le deuxième point sur lequel s'appuient ces algorithmes, c'est la nature profondément prévisible de chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est un collègue, Dominique Cardon, qui l'explique très bien dans un de ses bouquins, en fait il est très simple de prévoir nos comportements parce qu'on est pétri d'un certain nombre d'habitudes, d'habitus, disent les sociologues, qui font qu'il n'est pas très compliqué, une fois qu'on a un certain nombre de données, d'anticiper sur ce que va être notre comportement futur, puisqu'en général, on reproduit des comportements assez normés. Et puis le troisième levier sur lequel s'appuient ces algorithmes, c'est un levier là qui est plus mathématique ou statistique en tout cas, c'est-à-dire c'est la capacité justement d'inférer, de traiter un très gros volume de données statistiques et à partir de là de rapporter ces statistiques à nos propres comportements et à nos propres goûts individuels. Et avec ces 3 leviers-là, effectivement, il est non pas assez simple, parce que si c'était simple, tout le monde le ferait ou tout le monde aurait inventé l'algorithme de recommandation d'Amazon, mais en tout cas, on reproduit du coup des formes de recommandations qui, la plupart du temps, suivent quand même des sentiers assez balisés, même si aujourd'hui, justement, pour éviter de conseiller uniquement de la science-fiction à ceux qui ont déjà acheté de la science-fiction, ces algorithmes intègrent aussi une petite part d'aléatoire, de stochastique, pour reproduire un peu le syndrome du crapaud fou et pour que de temps en temps, vous ayez une recommandation qui va attirer votre œil et qui ne soit pas uniquement dans la droite ligne de ce que vous avez l'habitude de lire. Merci. On affinera sans doute au fur et à mesure de la réflexion. N'hésitez pas à compléter ce que vous pourrez avoir envie de faire. Alors, Jacques Priol, vous avez réfléchi et travaillé sur la question du rapport, de l'usage de ce type de technologie pour l'action publique notamment. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce qui, pour l'instant, quel est l'état de l'art pour justement les stratégies qu'on peut mettre en place à partir des algorithmes et éventuellement du big data, bien sûr. Alors, merci. On est aujourd'hui en matière d'action publique, d'intérêt général, dans des approches qui demeurent des approches assez expérimentales. En cela, on est encore un petit peu dans l'anticipation sur des sujets variés. Certains sont connus, d'autres moins. Certains font polémique. On peut penser à APB en termes d'usage d'algorithmes, mais là, on n'était pas sur un modèle prédictif, mais sur un modèle d'appariement. Mais aujourd'hui, il y a malgré tout un certain nombre de domaines dans lesquels le fait que les acteurs publics aient à leur disposition des volumes extrêmement importants de données permettent d'anticiper un certain nombre de choses qui vont peut-être, c'est en tout cas le pari que nous sommes un certain nombre à faire, induire des pratiques vertueuses et des possibilités d'améliorer la manière dont on gère par exemple la ville. Avec beaucoup de risques, on en parlera tout à l'heure, beaucoup de dangers malgré tout et beaucoup de limites à poser pour atteindre ces objectifs vertueux. Très concrètement aujourd'hui, quand on parle de prédiction, il n'y a pas que les prédictions de comportement des personnes. Les algorithmes, j'en donnerai une définition un peu complémentaire de celle de mon voisin. Les algorithmes en tant que tels, ils existent depuis très longtemps.
ce sont des formules, des méthodes mathématiques. Et bien souvent, quand on dit les algos aujourd'hui, à l'intérieur, on a des formules de statistiques et de probabilités qui existent depuis des décennies. Ce qui change, c'est le volume et la puissance de calcul. C'est-à-dire qu'on travaille avec des masses de données colossales complètement inédites, à des vitesses complètement inédites, pour des résultats qui sont inédits. Et je vais prendre un exemple qui va tous vous parler, qui est d'intérêt général, qui est celui de la météo. Il y a 20 ans, les prévisions météo, on en rigolait tous. Il y a 20 ans, même les présentateurs de météo faisaient des petites blagues. Il y avait rappelez-vous la grenouille pour les plus anciens dans la salle. Il y a 20 ans, avoir des prévisions juste à 3 jours, on en blaguait vraiment. Aujourd'hui, on trouve tous normal d'avoir des prévisions à 10 jours qui sont, sauf exception tout à fait majeure, très justes. Et puis, par ailleurs, on trouve normal dans n'importe quel point de France, d'Europe, peut-être pas du monde, d'avoir des prévisions à 1 heure pour savoir s'il va y avoir de la pluie ou pas. Tout ça, ce sont des algorithmes qui marchent de la même manière que ce qu'Olivier indiquait tout à l'heure, qui brassent des historiques absolument colossaux, des données de plus en plus colossales, et dans lesquelles on va rajouter par ailleurs une dimension supplémentaire qu'on va caricaturalement appeler d'intelligence artificielle, qui est que ces outils sont capables, lorsqu'ils font une prévision, de comparer ensuite la prévision avec ce qui s'est passé réellement et de s'auto-corriger. Concrètement, tout ça aujourd'hui, dans quoi ça fonctionne ? Par exemple, on a des modèles sur la prévision de trafic automobile. Et je citerai 2 endroits, Pittsburgh aux États-Unis et Lyon en France, dans lesquels, je reprends la question de la table ronde, les algorithmes prédiront-ils le futur ? Aujourd'hui, à Lyon, on a un modèle de prévision du trafic automobile qui est fiable à 80% à 1 heure. 1 heure à l'avance, on vérifie que les prévisions sont justes. À quoi ça sert très concrètement ? Derrière, on a fait des applications, ça sert notamment aux professionnels de la livraison, qui ont des prévisions à 1 heure pour pouvoir modifier leur plan de livraison, leur plan de circulation. À Paris, on a également des expérimentations de ce type-là. On a des modèles qui vont plus loin qu'1 heure. Il y a aujourd'hui des modèles prédictifs qui tournent sur les conséquences sur la circulation automobile à Paris de la fermeture des voies sur berge. On a des prédictions en matière d'énergie, dans la gestion quotidienne de l'énergie. Alors quand je dis la gestion quotidienne, ça brasse tout type de données. Le fameux compteur Linky, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il faut aussi des données personnelles à un moment ou à un autre pour alimenter la bête. Mais aussi la manière dont on va intégrer dans les circuits électriques les énergies renouvelables qui sont d'origine de plus en plus variée, avec des micro-sources et qui sont beaucoup plus aléatoires qu'une centrale nucléaire ou qu'une centrale à charbon qui dépendent du vent et du soleil. On a des systèmes prédictifs. Ça porte un nom, ça s'appelle les smart grids. Ici, en Pays de la Loire et avec la Bretagne, on est sur un territoire d'expérimentation où on a ce type d'algorithmes qui permettent de prévoir à la fois les consommations et les productions d'énergie. On va aller plus loin dans d'autres sujets qui vont toucher à des choses encore plus sensibles. On a des modèles prédictifs en matière de santé aujourd'hui qui tournent. C'est ce qu'on appelle par exemple les programmes de médecine de précision. Aux États-Unis, il y a un programme qui concerne plusieurs millions d'Américains qui a été lancé au niveau national, où je caricature un peu, je vais me permettre une citation, citer Gilles Babinet, notre champion numérique français, qui dit « Nous passons d'une médecine post-traumatique et chimique à une médecine préventive et personnalisée ». Pour faire simple, en rassemblant l'ensemble des données dont on dispose sur des populations pour cibler et comprendre la manière dont des maladies progressent. Et en ayant en face les données individuelles, on va être capable d'avoir des modèles de prévision, par exemple des modalités de diffusion d'une épidémie, on en voit bien l'intérêt, mais aussi de la manière dont les choses peuvent se passer pour chacune et chacun d'entre nous. Et là, on commence à toucher à des choses extrêmement sensibles. Aujourd'hui, vous êtes un homme ou une femme, à 45, 50, 60, 65 ans, vous recevez de façon générique et statistique des courriers de la Sécurité sociale vous conseillant de faire tel et tel examen parce qu'à partir de tel âge, il faut vérifier si on ne risque pas telle ou telle pathologie. Demain, avec ce type de dispositif, un tel recevra le courrier à 37 ans, un tel le recevra à 48, un tel ne le recevra pas. Est-ce que nous avons envie d'être dans une société dans laquelle ce genre de choses peuvent être prédites ? Je pourrais développer dans d'autres thèmes, mais je m'arrête là. Oui, alors déjà, effectivement, ça ouvre de nombreuses perspectives. Je repense pour la question de la prévision météo à l'association qui était faite justement entre l'idée de la prévision météo et la question de la société de contrôle dans la série Le Prisonnier, où de manière absolument fascinante à l'époque, évidemment maintenant tout le monde le perçoit plus facilement, mais où justement la même voix qui en gros surveillait tout le monde était la voix qui disait à quel moment il allait pleuvoir. Et tel que c'était perçu à l'époque, l'idée qu'on puisse prévoir de façon aussi précise la façon dont la pluie allait tomber était déjà le signe d'une société de surveillance. Et alors que maintenant c'est beaucoup plus apprécié, comme quoi toute chose passe. Alors justement, dans les modèles, dans les représentations de la science-fiction,
il me semble qu'il y a une tension dans les promesses ou les inquiétudes qui peuvent être mises en scène, dramatisées dans les différentes œuvres de science-fiction, qui font hésiter entre l'idéal de la technocratie qui va justement permettre d'apporter toutes sortes de bienfaits techniques, et notamment liés à la question de la santé, par exemple, ou la sécurité des personnes, par exemple, encore, et l'inquiétude de la société de contrôle maximal. Une des images que j'ai mises, c'est celle de Matrix, enfin, l'idée vraiment que là, à ce moment-là, la vie devient algorithme, en quelque sorte. Alors, Claude Eken ou Karim Merouka, si vous voulez réagir sur ces questions. C'est sûr que la science-fiction va forcément exploiter tout ce qui peut être contrôle par le biais des algorithmes. Ne pas oublier non plus qu'un algorithme est écrit par un humain et qu'on a donc un objectif à lui assigner, et cet objectif est quand même calculé par des humains. Donc effectivement, à partir de là, on peut très bien écrire des algorithmes qui auront tel ou tel impact, c'est celui que l'on désire. Alors c'est vrai que dans une société où il y a plein de gens d'ailleurs qui disent qu'ils sont très contents d'être finalement programmés, de dire vous avez envie de ceci, justement la publicité arrive au bon moment. Bon, il y en a qui ne se posent pas la question, qui ne voient pas le danger. D'autres ne s'y reconnaissent pas aussi. Et à ce moment-là, est-ce qu'ils sont en dehors de la société? Est-ce que ce sont des marginaux? Peut-être des gens à surveiller? C'est vrai que dans certains romans, oui, on peut déjà trouver le moyen de cibler telle ou telle population ou telle personne à partir de ces propos qu'il faudrait peut-être cibler. Bon, des fichiers S, peut-être, c'est aussi à partir d'un certain nombre de données. Il faut bien à un moment les rentrer dans un ordinateur et de dire que là, il y a une série de facteurs concordants qui permettraient de dire que cette personne, éventuellement, pourrait être dangereuse. Donc, bon, les romans science-fiction ont bien sûr surfé sur la vague, juste pour dénoncer les dangers. Est-ce qu'il n'y a finalement qu'une perspective négative de cette idée d'une... Non, il y a l'efficience, il y a l'efficacité, mais c'est une efficacité qui, par moments, déshumanise. Lorsque l'on voit des romans comme La Ruche d'Elstrom, où on a des sociétés vraiment efficaces, basées sur des sociétés d'insectes, où tout fonctionne bien parce que tout est prévu du début à la fin. Dans l'histoire de l'univers en pièces, c'est écrit en 83, je crois, 84, donc ça date quand même d'un petit bout de temps où l'ordinateur n'avait pas encore envahi la vie quotidienne. On demandait à des gens de répondre tous les jours à un certain nombre de questionnaires. Ce qui permettait d'avoir une sorte de vision panoptique de la société, de la civilisation, afin de mettre en place les mesures, les politiques qui vont rendre service au public, mais afin aussi de surveiller tout le monde. Et les gens qui ne répondaient pas quotidiennement à ces questionnaires étaient évidemment sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Avant d'ouvrir la parole pour la première fois au public, j'aimerais faire un petit tour justement par rapport à un petit tour de table sur la question justement de la question du contrôle des données et la question disons de la tension qu'il peut y avoir entre la notion d'utilisateur ou de citoyen en général, enfin l'individu qui finalement, on parlait du compteur Linky, on parlait d'Amazon, donc différentes situations, différentes relations avec des entreprises privées, mais également des situations en tant que citoyen, en tant que individu potentiellement, par exemple, l'électeur et le rapport de l'électeur à son vote et la manière dont le vote peut être déduit à partir de l'usage de données publiques de tel ou tel citoyen. Bon, dans quelle mesure est-ce qu'on peut, disons, craindre et comment envisager les garde-fous, donc aussi bien dans l'imaginaire que dans la réalité, par rapport aux dérives potentielles d'utilisation de données brassées par des algorithmes anonymes qui font des utilisateurs des ressources marchandes et qui potentiellement font que la question se pose de savoir qui va contrôler les données. Il y a visiblement une petite chose, un petit contentieux actuellement, par exemple, sur la question des voitures. C'est-à-dire dans quelle mesure les voitures qui sont de plus en plus connectées et fournissent toutes sortes d'informations, à qui appartiennent les données fournies par les voitures. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'objets du quotidien et de situations du quotidien qui font que finalement nos voitures ne sont peut-être pas volantes, mais en tout cas, elles renseignent sur nous. Avant de parler des voitures, oui. non, mais
on va y revenir, mais c'est ce genre de collection de données, la première conséquence, à mon avis, c'est un appauvrissement. Puisqu'on va généraliser les choses. Il y a un appauvrissement de la culture qu'à partir du moment où telle personne a lu tel bouquin, regardé tel film, on va lui dire « et vous aimerez probablement ceci ». Ce seront toujours des best-sellers qui vous seront proposés. Et il y a des livres un petit peu atypiques, moins mis en avant, parce qu'ils ne ressortent pas dans les algorithmes, ce sont des petits tirages et autres, ce sont des choses qui ont tendance à disparaître. Et ces gens-là s'effacent toujours davantage, parce que l'algorithme n'est pas conçu pour les mettre en avant. Oui, il y a effectivement ce que vient de décrire Claude, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la théorie de la longue traîne, c'est-à-dire c'est toujours l'algorithme de recommandation d'Amazon est fabriqué pour survendre des best-sellers, et à la marge, effectivement, il va de temps en temps vous conseiller des bouquins moins connus. Mais moi, ce qui me frappe aussi dans ce déferlement algorithmique, c'est le principal danger culturel me semble être une individuation forcenée. C'est-à-dire que pour faire société et pour faire culture, on a à un moment donné besoin d'avoir des référents communs, quels qu'ils soient, triviaux, le journal de 20 heures, telle ou telle émission à la télé, tel ou tel rendez-vous radiophonique, telle ou telle mémoire aussi partagée. Il n'y a qu'à partir de là qu'on peut faire culture. Et aujourd'hui, au travers d'un moteur de recherche, deux individus qui, au même moment, dans le même cadre culturel, vont poser le même type de questions avec les mêmes mots-clés, vont avoir des résultats qui seront quasi systématiquement différents. C'est-à-dire qu'on est dans une telle individualisation, dans une telle personnalisation des résultats de recherche, des recommandations, que du coup, ça devient très compliqué de bâtir un référent commun, sans lequel, à mon avis, il y a effectivement un danger majeur, a fortiori quand on décline ça sur ce qui a été évoqué sur le versant politique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prédire le vote de quelqu'un? La réponse mathématique et statistique est oui. Quelqu'un, dans la mesure où celui-ci, par exemple, est présent sur Facebook depuis un certain temps, a donné un certain nombre d'informations sur les gens qu'il aimait ou les gens qu'il n'aimait pas, donc on est en capacité de prédire ce vote-là. On est aussi en capacité, c'est ce qui a été démontré dans un article qui était paru il y a 2 ans, je crois, dans Nature, on est en capacité de démontrer que le simple fait d'afficher sur Facebook un petit badge avec le nom de vos amis qui dit « je suis allé voter pour telle élection », ça va permettre à coup sûr de mobiliser un nombre énorme de gens qui ne seraient pas allés voter. Et aux dernières élections, je vous rappelle que Donald Trump a été élu avec un différentiel de 100 000 voix, et l'expérimentation qui avait été faite sur Facebook, l'affichage de ce petit badge, avait permis d'amener aux élections sénatoriales, je crois, 220 000 personnes qui, s'ils n'avaient pas vu le petit badge avec « mon ami est allé voter », ne seraient pas allés voter, ne se seraient pas déplacés. Donc ça veut dire que ces outils, ces plateformes, elles sont en capacité de prédire, de fabriquer des modèles électoraux prédictifs assez fiables et surtout de nous amener, de nous persuader, si tant est qu'elles aient un message politique à faire passer, de voter plutôt pour tel ou tel candidat. Et là, ça pose la question des programmes, de qui est derrière le programme et des valeurs que transmettent ces algorithmes. Moi, je suis convaincu que les algorithmes, ils ont arrêté de transmettre uniquement de l'information et qui transmettent aussi des valeurs qui sont des valeurs morales, des gens qui les ont programmées. Un algorithme, c'est un outil neutre, mais si vous avez un programmeur derrière qui est raciste ou qui est sexiste, il va faire passer un certain nombre de ces biais dans l'algorithme. Et ça, c'est très difficile. C'est un autre problème à détecter, à auditer. C'est très difficile d'ouvrir ces boîtes noires. C'est d'ailleurs, Karim, je vais vous donner la parole. Du coup, on n'est plus dans une prévision du futur, on est dans une influence du futur. Et en fait, le fait de dire nous pouvons prévoir le futur va être tel futur, c'est une manière de l'écrire, et de l'écrire de la manière dont on veut, peut-être inconsciemment, mais dont on veut l'écrire, donc on ne le prévoit plus, on le crée. Est-ce que la généralisation de ces algorithmes et de ces envies de prévoir des choses qui sont peut-être utiles, peut-être certaines me semblent assez futiles en fait. Finalement, on est en train de changer. Si Amazon ne récoltait pas autant de données pour essayer de nous faire acheter le dernier bouquin de machin, peut-être que le dernier bouquin de machin se vendrait beaucoup moins. Donc on n'est plus dans on est dans un acte qui est intentionnel. Est-ce que quand on prévoit les bouchons sur Lyon, qui va effectivement servir aux livreurs. Mais est-ce que le problème il n'est pas inversé? Est-ce qu'on ferait peut-être plus de se concentrer sur un monde où il n'y a pas de bouchons
Comme ça, le livreur, c'est tranquille. Enfin, c'est une question. Hein. Oui, donc la perspective de la prophétie autoréalisatrice, effectivement, est un des spectres de l'algorithme prédictif. Non, mais dans bien des cas, sur les usages qui sont ceux sur lesquels, pour ma part, je travaille, les usages d'intérêt généraux, on voit que ces outils permettent souvent d'améliorer, de conforter des choses qui sont par ailleurs connues, analysées par d'autres modèles qui ne sont pas des modèles prédictifs, mais des modèles statistiques sur lesquels derrière il y a des professionnels qui vont se faire des anticipations avec d'autres bases. Sur la question des bouchons, tout à l'heure j'ai été un peu rapide, derrière il y a une autre application qui incite les gens à prendre le transport en commun. Dans les périodes dans lesquelles on imagine, dans lesquelles, non pas on imagine, dans lesquelles le modèle a prédit qu'il allait y avoir des difficultés. Donc, et c'est aussi dans ce genre de situation qu'on peut aller vers des solutions, il y a 2 ou 3 qui ont commencé à le faire, des solutions de transport gratuit à certains moments. Et voilà le genre de choses qui peuvent aussi alimenter et conduire donc pour de l'intérêt général, avec à chaque fois une chose qui est importante à avoir en tête, et c'est pour ça qu'il faut insister, je vais essayer de répondre à la question sur la protection des données, le fait que les outils mathématiques, statistiques qui alimentent ces algorithmes peuvent servir au côté obscur de la force comme à de l'intérêt général. Je vais vous prendre un exemple très concret. Des modèles prédictifs dans le domaine du social, données ô combien sensibles. La CNIL écrit, comme la CNIL a d'ailleurs publié quelque chose de très intéressant sur les voitures connectées il y a quelques jours, la CNIL dit à tous les acteurs qui manipulent des données concernant les gens qui bénéficient d'aide sociale, attention, ces données sont extrêmement sensibles, non pas par rapport à la nature des aides que les gens reçoivent, mais parce que lorsqu'on sait que quelqu'un touche une aide sociale, il y a un danger de stigmatisation. Et pour cette raison-là, la donnée doit être extraordinairement protégée. Aujourd'hui, il y a des modèles, des algorithmes qui utilisent des données de personnes bénéficiant d'aide sociale. Le même algorithme, selon la manière dont on l'utilise, va permettre d'identifier ce qu'on appelle du non-recours, prédire que des gens vont être dans une situation encore plus grave demain et peut-être pouvoir leur tendre la main avant que la situation ne soit trop grave pour eux, et au passage le coût plus important pour la société. Et le même algorithme va servir à détecter de la fraude. Donc voilà, on a à chaque fois des outils qui vont prédire, détecter, faire émerger des choses particulières. Alors sur les données personnelles, il y a, à mon avis, 3 niveaux de réponse pour aujourd'hui et puis pour demain, parce qu'on se projette aussi sur la façon dont tout ça va évoluer. Pour aujourd'hui, il y a une chose, c'est pas lieu aujourd'hui de le détailler, mais au mois de mai 2018, donc là, tout de suite, il y a un changement majeur en France et en Europe. C'est que la loi informatique et liberté que tout le monde connaît, la CNIL, personne ne sait trop comment ça marche, mais tout le monde sait qu'il y a la CNIL. Quand on a un problème de données, on dit pourquoi ils ont mes données, on peut saisir la CNIL, on le sait. Cette loi informatique et liberté, elle date de 78, elle a 40 ans, elle va mourir de sa belle mort, elle est remplacée en mai prochain par un nouveau dispositif un peu complexe, mais extrêmement protecteur, qui va intégrer le fait qu'il y ait des algorithmes. C'est-à-dire que là, on rentrera dans le détail si ça vous intéresse. La deuxième chose, on voit des initiatives naître pour reprendre le contrôle de ces données. J'image un petit peu les choses, c'est l'idée de dire que plutôt que d'avoir laissé ces données aux uns et aux autres, Amazon bien sûr, mais aussi à plein d'autres, des entreprises, des commerçants, des services publics, plutôt que de laisser ces données aux uns et aux autres, on va créer une espèce de coffre-fort, de boîte noire, de petites capsules dans laquelle il y aura mes données, et je vais en être l'acteur. Il y a des programmes, on appelle ça le self-data, où à chaque fois que quelqu'un va vouloir s'en servir pour le remettre dans un algo, je vais moi-même redonner mon consentement. Mais ça nécessite du boulot. Alors d'abord, techniquement, ce n'est pas encore tout à fait au point, mais ça nécessite qu'on soit soi-même acteur de la manière dont on se sert de ces données. Mais au quotidien, en dehors du monde numérique, quand on nous demande une photocopie d'une pièce d'identité, quand on nous demande des choses matérielles, à chaque fois, on nous le demande et c'est nous qui faisons l'acte de donner. Pour la data, ça pourrait être la même chose. Et puis le troisième niveau, c'est celui de stratégie collective de protection de ces données. Pour ma part, je crois que les acteurs publics ont un rôle majeur. Il y a des données qu'on appelle aujourd'hui en France des données d'intérêt général. Ça a été défini par la loi il y a 1 an. La protection des données générales pour qu'elles ne basculent pas dans le domaine marchand est quelque chose qui est de la responsabilité collective des pouvoirs publics et des acteurs publics, y compris des acteurs publics locaux. Alors, je vais peut-être ouvrir la possibilité à quelques questions et on poursuivra dans un deuxième temps sur la question de la performativité des algorithmes, effectivement, sans doute. Alors, y a-t-il une question y a-t-il des micros qui peuvent... Oui, très bien. Donc, il y a une question au fond. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'on peut prédire les événements Black Swan, c'est-à-dire les événements avec un impact énorme
mais peu probable et qui défie nos hypothèses actuelles. C'est-à-dire Trump, Brexit, la crise de 2008, par exemple. Alors, qui veut répondre? Oui, Karim. si vous vous appelez Berouka. Asimov, vous pouvez faire de la psychohistoire et il a écrit 3 magnifiques livres où il a prévu l'histoire pendant 10 000 ans, mais sinon... Alors, justement, on va parler de psychohistoire, mais le Black Swan, ce serait le mulet. Et justement, le mulet n'est pas prédit par la psychohistoire. C'est-à-dire que, il me semble que Asimov, justement, intègre dans sa propre conception de la psychohistoire la possibilité justement, de quelque chose qui excède les capacités de prédiction de son propre système. De toute façon, c'est Asimov, ça. Il invente un système pour le casser. Mais effectivement, j'aimerais bien qu'on reparle de la psychohistoire tout de suite après, mais je laisse répondre... De ce côté-là, c'est surtout une question de action-réaction. Effectivement, les modèles permettent de prédire une élection, celle de Trump, mais déjà au moment d'Obama, de manière assez précise. Mais du moment qu'on en a la connaissance, on va tout de suite essayer de l'inverser. Il y a eu un fort lobbying sur Facebook, on le sait, enfin, il y a même un procès en cours sur cette histoire-là par rapport à certains publicitaires russes qui essayaient d'influencer les élections en faveur de Donald Trump. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, les statistiques changent, les modèles changent, et c'est un peu comme si on faisait des sondages, on a à chaque fois une sorte de prédiction, mais qui est en même temps modifiée par le fait de la connaissance qu'on en a, quoi. Et puis il y a un autre élément de réponse qui est qu'aujourd'hui, à peu près plus personne, à commencer par les gens qui développent ces outils-là, n'est capable de savoir ce qu'ils sont réellement capables de prévoir. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de technologies qu'on appelle le machine learning, le deep learning, donc de nouvelles technologies qui alimentent l'intelligence artificielle, on est devant ce qu'on appelle encore des algorithmes, parce qu'il faut bien l'appeler, il faut bien trouver un nom, mais qui est un écheveau tellement complexe de situations, de paramètres, et qui brasse une telle quantité de données que les propres ingénieurs chez Facebook, par exemple, qui développent un certain nombre d'algorithmes, ne sont capables que de vous expliquer la partie qu'ils ont développée, mais pas la totalité de la chaîne algorithmique qui va amener à prendre telle ou telle décision. Et ça, effectivement, alors il y a pas mal de chercheurs qui alertent là-dessus et qui disent attention, on est à un moment où il ne s'agit pas de basculer dans la dystopie ou dans Terminator, la revanche des machines, c'est pas ça, mais par contre, à partir du moment où on n'est plus en capacité, y compris quand on les développe, quand on les fabrique, d'évaluer l'éventuel potentiel de nuisance d'un outil algorithmique, ça commence à devenir, c'est qu'il commence à y avoir un souci, peut-être il serait temps de s'arrêter, de réfléchir un petit peu. Une expression qu'on n'a pas encore prononcée, c'est le terme d'intelligence artificielle qui finalement se trouve quelque part à un bout de notre réflexion sur les algorithmes. Karim Berouka. Oui, mais sinon, par rapport au Brexit ou à l'élection de Trump, c'est pas des événements qui sont... Enfin, déjà on ne prévoit pas le futur, hein, mais politiquement, on peut prévoir qu'un des deux candidats soit élu. C'est quand même assez simple, il n'y en a que deux. Mais des événements comme le Brexit, il y en a couramment dans l'histoire qui sont effectivement des moments qui sont pas de continuité. Si on se met à prévoir tout ce qui se passe sur les 500 ans, ou c'est même sur l'année à venir, ça sera... je pense qu'on n'est même plus dans la science-fiction, là. Alors justement, la question qu'on verra un petit peu après, c'est justement dans quelle mesure il n'y a pas la tentation, toujours sur cette idée de performativité, d'empêcher l'aléatoire, mais justement dans la science-fiction, dans des situations dystopiques. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que l'élection de Trump est un truc aléatoire? Est-ce que ils sont deux à pouvoir être élus, ou trois vaguement. Donc, c'est peut-être pas agréable, mais c'est pas ce que vous appelez un black swan. Mais je sais pas, ce terme, c'est pas un terme au niveau des prévisions boursières, ça, l'histoire de black swan. En fait, l'idée de black swan, elle est tirée du fait que pendant très longtemps, on a dit qu'il n'était pas possible qu'il puisse exister un signe noir. Or, il en existait, mais simplement, ils étaient en Australie ou je ne sais où, et donc ils n'étaient pas perceptibles par les observateurs de l'époque. Donc, c'est l'idée, c'est par analogie, c'est l'idée que c'est quelque chose qui est tellement en dehors des modèles de prédiction que tout d'un coup, il provoque quelque chose. Bon, et effectivement, l'idée du Brexit alors il ne s'agit pas du tout de questionner la question qui est tout à fait pertinente, hein, mais l'idée du Brexit ou l'idée de l'élection de Trump sortent un petit peu cette idée de Black Swan. Le Black Swan, finalement, c'est effectivement, c'est
on est plus proche du mulet dans la psychohistoire, c'est-à-dire normalement tout est réglé, et puis tout d'un coup il y a un mutant qu'on n'a absolument pas prévu qui prend le contrôle de la société, quoi. Alors, une autre question ? Alors il y en a 2 devant, 3. Enfin voilà, on ne pourra pas forcément prendre toutes les questions avant de repartir dans la discussion. Là, les algorithmes prédictifs se basent sur le fait qu'on est dans une société déterministe, c'est-à-dire que tous nos actes, nos actions, nos choix sont faits à cause de tout ce qu'on a engendré jusqu'à maintenant, toutes nos expériences. Donc ils essayent de mesurer ça et de le transformer en données numériques. Est-ce que vous estimez qu'il y aura toujours une barrière pour les algorithmes qui n'arriveront pas à franchir ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui le libre arbitre? Ou est-ce que le libre arbitre en fait n'est pas lui-même déterminé et que c'est qu'une question de temps avant qu'on soit tous des données numériques seulement? Je peux commencer. Alors c'est effectivement la bonne question, hein, la question du libre arbitre. Au final, quel est déjà comment qualifier ce libre arbitre dans une société qui est quand même une société globalement de l'hyper-contrôle et de l'hyper-anticipation ou de l'hyper-prévisibilité. Quelles sont les conditions pour que ce libre arbitre puisse continuer de s'exercer comme il s'est toujours exercé jusqu'ici, c'est-à-dire par exemple en termes de choix électoral, en termes de choix de vie, de santé. On n'a pas tous envie de savoir que dans 10 ans on va déclencher telle pathologie. Et puis il y a la question effectivement de ce déterminisme algorithmique. Ouais, moi, c'est comme ça que j'appelle les choses, c'est-à-dire que ces algorithmes, ces puissances de calcul, elles sont fabriquées au sein de plateformes qui sont des architectures de la persuasion. Cette expression n'est pas de moi, c'est d'une chercheuse, Zeynep Tufekci, voilà, qui dit en fait ces plateformes, l'architecture globale de la plateforme, je crois qu'il y a une photo du panoptique là, qui défile, c'est d'arriver à nous persuader que c'est tel comportement qu'il faut avoir. Mais ces plateformes, elles n'ont pas inventé ça. Ça fait depuis que l'humanité existe dans des grottes, il y a par exemple un biais de conformité sociale qui fait qu'on va avoir envie de ne pas s'exclure du groupe et de se comporter comme tout le monde dans le groupe. Ce qui change, c'est que la plateforme, en sélectionnant, ou l'algorithme, en sélectionnant des amis qui ont un comportement particulier, va participer à nous faire croire que ce comportement est la norme et que donc pour faire partie de ce groupe, c'est ce comportement-là qu'il faut adopter. Et du coup, derrière la question du libre arbitre, se pose automatiquement, ou devrait se poser en tout cas automatiquement, la question du pilotage moral, éthique des ingénieurs qui développent ces algorithmes ou des gens qui sont à la tête de ces plateformes. C'est quoi le projet politique de Mark Zuckerberg ? C'est quoi le projet politique de Sergey Brin et Larry Page? C'est quoi leur conception du libre arbitre? Voilà. Alors, Jacques Priol. Oui, la question, il faut la replacer dans ce que nous avons aujourd'hui comme moyens, comme outils d'information, d'accès à la consommation, qui sont des outils numériques totalement généralisés, extrêmement rapides. Les mécanismes qui sont à l'œuvre à travers ces outils sont les mêmes que ceux qui pouvaient exister au sein d'un village en termes de pression sociale, en termes de reproduction sur des périodes beaucoup plus longues de comportement, d'attitude, de manière d'être. Donc la question, elle est de savoir, est-ce que arriver à cette échelle, totalement globalisée, totalement mondialisée, avec des vitesses de diffusion absolument colossales, ces algorithmes favorisent une uniformisation complète qui, du coup, empêche véritablement le libre arbitre? Moi, je n'ai pas de réponse absolue. Je pense que ça ouvre plein de questions. C'est des boîtes très nombreuses. Mais je vais rester sur la question des élections que vous avez évoquées les uns les autres. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'outils. Alors, beaucoup disent le faire. En vérité, 3, 4, 5 outils assez puissants avec des algorithmes prédictifs qui servent en même temps à faire, pour certains, de l'empowerment et pour d'autres, à analyser et prédire, effectivement, anticiper les votes pour pouvoir cibler les actions électorales des candidats et des formations politiques. La question, je vais la retourner. Est-ce que sur la séquence électorale 2016-2017, le fait que l'ensemble de ces modèles de prédiction, l'ensemble de ces anticipations, l'ensemble de ces outils, imaginez qu'il était complètement impossible qu'Emmanuel Macron soit candidat puis élu, est-ce que cela a eu un impact? Et est-ce que, collectivement, les électeurs français n'ont pas pu
faire preuve de leur réel libre arbitre. Si vous voulez réagir, sinon on passe à une autre question. Il y a une petite porte de sortie quand même, c'est que ces algorithmes sont quand même basés sur des statistiques. Et que donc la statistique, ça concerne le plus grand nombre, et c'est toujours une approximation. On entre là dans les mathématiques du chaos, où même lorsque l'on vient à certaines décimales, tout d'un coup, il y a un résultat qu'on ne peut jamais prévoir. Il y aura donc après quelques pôles, quelques tendances, mais par moment, ça peut être complètement imprévisible. Et même la course des planètes autour du Soleil n'est pas non plus immuable. À quel moment ça va changer et comment ça va changer, on n'en sait rien. Et on peut faire tous les travaux mathématiques que l'on veut, toutes les modélisations que l'on veut, on ne saura pas exactement. Oui, les questions de probabilité et de statistiques, et de la même façon, il y a des boucles de rétroaction qui font que finalement, on ne sait pas très bien ce qui est causal ou ce qui ne l'est pas dans tout ça. On va prendre une autre question, juste là, et ensuite on reposera les questions à la fin de la séance de toute façon, mais j'aimerais recentrer un peu les choses ensuite. Oui. Bonjour, donc on est plutôt dans une société capitaliste. On a tendance à dire que si on nous offre un produit ou s'il y a quelque chose qui est gratuit sur Internet, comme Facebook, Twitter, si c'est gratuit, en gros, c'est nous le produit, dans le terme du collecte de données, etc. Et j'ai pas l'impression que, collectivement, on en ait conscience. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour vous, est-ce que ce serait possible que les gens prennent conscience que on donne des données, parce qu'après tout, quand on s'inscrit, c'est sur Facebook, par exemple, c'est la pression sociale, etc. Est-ce que, à part cliquer une fois au début, attention, on va vous collecter vos données, est-ce qu'après, il y a d'autres moyens pour nous empêcher de fournir des données comme ça à n'importe qui, en fait? J'ai l'impression que les gens sont quand même assez sensibles au fait d'être fichés et piratés. On le voit par moments, il y a une vague d'indignation sur le fait que l'on puisse récolter des données comme ça. Mais ce n'est jamais vraiment bien réfléchi parce que d'un côté, les personnes sont assez indignées, et d'un autre côté, sur Facebook ou ailleurs, ils échangent très librement des photos, des commentaires, et disons, ils livrent toutes les informations sans savoir qui les collecte derrière. Donc, on en a conscience, mais on n'a pas conscience à quel moment on fournit ça. Je ne sais pas si un message juste avant de faire ça permettrait de le prévoir, enfin de prévenir la personne. Ça pourrait être possible, disons, que le mail ou tout ce que l'on veut envoyer avec son smartphone ne partira que dans 10 secondes ou 1 minute. Ça laisse le temps peut-être d'avoir un repentir. Les histoires aussi, avec certaines dystopies que l'on pourrait mettre en place, peuvent aussi mettre en garde des gens. Voilà. Alors, Jacques Priol. Oui, il y a un paradoxe dans la manière dont on se comporte, je dis on, globalement, collectivement, sur ces sujets-là. Il y a des études régulières qui sont faites sur en qui est-ce que les Français ont confiance par rapport à la gestion de leurs données. Tout en bas de l'échelle, ceux à qui on ne fait pas confiance, c'est Google, Facebook, Microsoft. De façon, mais vraiment radicale. À qui est-ce qu'on donne le plus de données? C'est à ceux-là. Il y a quelque part une idée qui est en train de se répandre sans qu'on la formalise, parce qu'on est tiraillé entre des contradictions de vouloir se protéger, de cette habitude qu'on a de l'idée que les données privées en France, elles sont protégées, et cette envie ou cette tentation de basculer dans un autre système, qui va être le système qu'on va dire californien, mais qui existe globalement sur l'ensemble du continent nord-américain, où quand on discute, y compris avec, j'étais au Canada il y a quelques semaines, avec des chercheurs sur ces sujets-là, qui disent « mais c'est le prix à payer ». C'est le prix à payer pourquoi? C'est le prix à payer pour avoir une livraison sous 24 heures. De tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut être livré de tout et n'importe quoi sous 24 heures. Il y a 5 ans, on en aurait parlé, on était dans la science-fiction. Et c'est parce qu'il y a ces outils-là et l'ensemble de ces données qu'on a ce type d'offre de nouveaux produits qui sortent. Donc il y a une contradiction majeure entre je ne fais absolument pas confiance à ce type d'opérateur, mais je leur donne toutes mes données, et l'inverse, qui est que je fais plutôt confiance à des acteurs publics, notamment les acteurs de santé, notamment la CNIL, notamment le fisc, par exemple. On a confiance dans le fisc sur la protection de ces données. Mais alors, les acteurs publics, on ne veut pas leur donner plus d'informations. On a quelque chose qui est complètement inversé, un paradoxe qui est intéressant. Mais peut-être parce que, justement, ces acteurs privés font leur commerce de leur vente de données, de l'utilisation, moins de données, qui n'est pas normalement le cas des sociétés publiques.
j'espère. Je pense qu'il y a aussi un principe de plaisir, hein. C'est-à-dire qu'on a un assez grand plaisir à communiquer sur Facebook, du moins à ceux qui l'utilisent, alors qu'on n'a en général pas tellement envie de parler avec les impôts. Bon, voilà, non mais je crois que ça fait partie de la chose. Il y a un effet d'habillage, un effet d'entraînement, hein. De la même façon que comment empêcher les gens de fumer, leur montrer l'état de leurs poumons dans 10 ans, ça devrait pouvoir les inciter à faire un choix informé. De fait, le principe de plaisir l'emporte, enfin, plaisir au sens large, et il continue à fumer. Bon, voilà, bref. Mais il y a quand même des usages qui évoluent. Alors juste sur le capitalisme, il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur une notion qu'ils appellent le capitalisme de la surveillance. Ils disent en fait la nouvelle forme de capitalisme qui est en train d'émerger aujourd'hui à l'échelle de ces plateformes du numérique, c'est un capitalisme un peu particulier qui est donc un capitalisme de la surveillance. Et sur la manière dont on peut arrêter ou cesser de donner à ces géants des données qui sont en fait des données de la servitude volontaire, hein, comme il y avait le discours du même nom, il y a quand même les mentalités et les usages évoluent. Aujourd'hui, on voit arriver des acteurs commerciaux. Il y a par exemple le moteur de recherche Quant, je ne dis pas ça parce qu'il est français, ni parce que j'ai des actions chez eux, mais qui a une politique, j'ai pas d'actions chez eux, qui a une politique, il n'est pas coté en bourse de toute façon, qui a une politique de confidentialité des données qui est parfaitement respectueuse, qui repose sur un consentement explicite, qui ne garde pas de traces passer un certain délai de notre historique de navigation, etc., etc. Et ces outils-là, le discours que portent ces sociétés commerciales, il a de plus en plus d'écho dans la société. On voit émerger un petit peu partout, un petit peu sur le modèle de l'émergence du bio par rapport à la société de surconsommation. Aujourd'hui, il y a des hébergeurs alternatifs qui se regroupent en collectif qu'on appelle le collectif des chatons, donc des gens qui proposent un accès Internet respectueux de vos données. Il y a des développeurs dans la Silicon Valley, les mêmes qui ont développé les interfaces hyperaddictives, qui sont en train de faire leur crise de la quarantaine et qui se révoltent en disant on a passé des années à développer des technologies qui servaient à voler du temps de cerveau aux gens. Aujourd'hui, on arrête, on se regroupe et on essaye de développer des technologies numériques respectueuses de ce temps de cerveau. Donc, des deux côtés, à la fois des gens qui développent ces outils-là et du côté des utilisateurs, de nous-mêmes, les mentalités quand même évoluent à mon avis dans le bon sens. Après, si je file la métaphore du bio, ça veut dire qu'on en a encore pour quelques années à se taper des supermarchés et des circuits longs plutôt que des circuits courts. Mais en tout cas, ça bouge. Alors justement, donc j'aimerais aborder une question un peu plus générale donc, pour tout le monde là, mais qui est dans le droit fil de ce dont on a discuté et à partir des questions du public. C'est-à-dire finalement, si on fait quelques instants, une petite expérience de pensée, une petite projection vers ce que peut être l'avenir de nos sociétés et en partant éventuellement de ce qui a été modélisé dans la science-fiction. Hein. Du coup, comment envisager une société dans laquelle les algorithmes seraient, disons, encore plus au point que maintenant, les algorithmes seraient prédictifs, performatifs aussi, donc avec des boucles de rétroaction qui font qu'on sait que... Bon, et comment envisager une société équilibrée à partir de ça? Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Et est-ce que, disons, le pire est à craindre? Ou est-ce que, au contraire, on peut envisager des garde-fous voilà. Quels seraient, en fait, les éléments de garde-fous individuels et collectifs qu'il faudrait envisager par rapport à cette situation? Il faudrait des algorithmes prédictifs qui pourraient calculer les conséquences des algorithmes que l'on met en place dans la société. Voilà, après les missiles, les antimissiles, les anti-antimissiles, il y a encore des cons pour m'acheter des missiles. D'accord. Donc, allons-y. Sauf si vous ne voulez pas jouer le jeu, mais allons-y. Il faut plusieurs choses. Il faut d'abord que la puissance publique, au sens propre, s'empare de ces questions et en fasse un sujet de réflexion politique majeur. Il faut qu'on puisse ouvrir les boîtes noires. Voilà. Dans tout, on l'a vu pour admission post-bac, même si c'est un algorithme très, très basique, mais aujourd'hui, dans le secteur de la santé, de l'éducation, etc., il y a des décisions au quotidien qui sont prises effectivement par des algorithmes et qui ne sont pas toujours des mauvaises décisions, qui parfois sont des bonnes décisions. La seule question, c'est utilisé aussi beaucoup depuis des années dans le domaine du crédit bancaire. Aux États-Unis, c'est un algorithme qui calcule si on peut vous accorder tel ou tel crédit. Et malheureusement, on s'est aperçu que souvent, si vous étiez afro-américain, vous avez moins de chances d'obtenir un crédit. Bon. Donc il faut que chaque fois que ces algorithmes interviennent dans la sphère publique, si c'est une société privée qui les y amène, il faut qu'il puisse y avoir un exercice de rendu public. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'exercice de rendu et de délibération publique. Donc il faut que ces boîtes noires algorithmiques, elles soient auditables, qu'on puisse ouvrir le capot.
on ne va pas toujours comprendre ce qu'il y a dedans, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, même les gens qui les développent n'y arrivent pas, donc il faut pouvoir les tester. Il y a une chercheuse américaine qui a publié un bouquin qui s'appelle Weapons of Math Destructions, c'est-à-dire les armes de destruction mathématique, et qui dit ces algorithmes sont remplis de biais sexistes, racistes, etc. Et le seul moyen de se prémunir de ça, c'est de pouvoir les tester, de pouvoir vérifier que, effectivement, le nombre de crédits bancaires accordés aux blancs et aux noirs va être le même, que le nombre de gens qui seront recrutés, on utilise beaucoup des algorithmes dans le domaine du recrutement aussi, qu'il va bien y avoir que si je suis une femme, j'ai autant de chances d'être recruté que si je suis un homme. Et pour ça, il faut faire du testing, un petit peu ce qu'avaient fait des associations de lutte contre l'homophobie à l'époque. Il faut faire du testing algorithmique. C'est un des garde-fous qui me paraît nécessaire et urgent. Alors, deux manières de répondre. La première, c'est sur les choses qui vont émerger en capacité de se protéger. Ça commence maintenant et ça va se développer dans les années qui viennent. La première des choses, je vais rebondir sur ce que disait Olivier, sur les algorithmes. On a aujourd'hui des ressources qui pourraient être mobilisées de façon beaucoup plus importante sur d'abord ce que j'appellerais moi d'abord le coming out des algorithmes, qu'on nous dise quand il y a un algorithme qui est à l'œuvre. Et c'est valable dans le domaine public, bien évidemment, où il y a une obligation de transparence qui peut apparaître évidente, mais qui ne l'est pas encore tout à fait. Mais c'est aussi valable au niveau de services commerciaux. Je vais prendre un exemple précis sur la manière dont tout ça peut se traduire de façon quotidienne et très concrète. Pour cela, il faut que des spécialistes... Le micro a un problème. Il faut que des spécialistes puissent ouvrir effectivement la boîte noire. On a en France un outil qui s'appelle Transalgo, qui n'est pas connu, qui est assez unique au monde, qui est des labos de recherche, des chercheurs publics, dont le job est d'ouvrir des algorithmes pour vérifier leur loyauté. Ça veut dire quoi, vérifier leur loyauté ? Je vais prendre un GPS communautaire. Je ne donne pas le nom, mais tout le monde l'utilise. On est le deuxième pays au monde à utiliser Waze pour pouvoir aller plus vite entre deux radars. On a ce GPS qui se finance grâce à de la publicité. Quand vous demandez d'aller le trajet le plus court du point A au point B et qu'il est financé par la publicité, est-ce que vous êtes certain que vous ne faites pas 500 mètres de plus pour passer devant une enseigne commerciale ? Je ne dis pas que Waze le fait, mais la loyauté des algorithmes est quelque chose de tout à fait important. La deuxième chose, c'est la protection des données personnelles en tant que telles. Et là, il y a effectivement énormément de choses à faire en termes de prise de conscience personnelle et d'outils, de boîtes à outils à mettre à la disposition des gens pour que leur consentement soit éclairé, pour reprendre la formule qui a été utilisée tout à l'heure. Et on va peut-être aller vers 3 modèles. En tout cas, moi, je vois se dessiner 3 modèles pour les années qui viennent. Il y a le modèle californien, qui est le modèle où c'est no limite sur les données personnelles. Aux États-Unis, quand on est candidat à une élection, pour revenir sur les algorithmes et les modèles prédictifs électoraux, qu'on achète le fichier des électeurs d'une ville pour faire une campagne électorale, on a jusqu'à 1500 données par nom disponibles. Aujourd'hui, en France, on n'a pas le droit d'acheter ces fichiers pour faire des campagnes électorales. Et en Europe, on n'aura pas le droit demain, avec le règlement européen, de le faire. Jusqu'à 1500 données, de la carte de fidélité à tel magasin, etc. L'église que l'on fréquente, etc. Donc, la protection des données. Là, le modèle californien, c'est le modèle libertarien, c'est le modèle capitalistique qui a été évoqué tout à l'heure, no limites. Il y a un deuxième modèle dont on parle peu, qui est peut-être en train d'émerger en Asie, qui est un modèle que moi j'appellerais celui de la ville monitorée, qui est celui de territoires, d'espaces urbains, dans lesquels tout est géré par des algorithmes prédictifs ou de régulation immédiate, avec beaucoup d'automatisme, et qui vont permettre, par exemple, lorsque quelqu'un traverse en dehors des clous, parce qu'il y a un système d'enregistrement de l'image et un système de reconnaissance faciale, de lui envoyer une amende chez lui. C'est des choses qui sont aujourd'hui opérationnelles dans certains endroits. Et peut-être un modèle européen, qui serait un modèle dans lequel les données personnelles ne seraient pas autant accessibles aux algorithmes, aussi bien dans la gestion de la ville que dans la gestion commerciale. Alors, Karim Berouka. Il y a aussi le modèle chinois qui est en train de se développer, qui est probablement le même que le modèle asiatique, comme dont vous parlez, et qui est en train de récolter le plus de données possible et qui a pour projet justement de gérer ses citoyens en pouvant définir lequel est un bon citoyen méritant à qui on donnera un appartement, on donnera un crédit. Et là, on tombe dans 1984, quoi. Mais là, pour le coup, c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est en route. Et bon, c'est l'opposé du système européen. J'espère que nous, on restera dans ce système-là.
faut juste pas qu'on tombe en dictature, c'est tout. Voilà. C'est tout. Alors, quelqu'un qu'on n'a pas mentionné jusqu'ici, dont la couverture circule parmi les images, c'est Alain Damasio avec La Zone du Dehors. Alain Damasio qui, justement, a finalement, dans La Zone du Dehors notamment, une perspective assez pessimiste sur l'association entre démocratie et gestion des données, puisque lui, au contraire, il envisage l'idée d'une sorte de panopticon démocratique où en fait, par la pression de tous contre chacun, on se retrouve finalement à donner librement toutes sortes de choses et s'observer les uns les autres. C'est, semble-t-il, pas ce qui est en train de se dessiner dans les législations européennes, mais bon, enfin, en tout cas, il y a finalement voilà. Oui, Karim. Mais ceci dit, sur Facebook, qui est quand même effectivement l'endroit où on balance toutes ces données, personne n'oblige personne d'y aller. Seulement, il y a quand même des entreprises qui vont vous demander maintenant votre compte Facebook. Il y a des gens au niveau social. Ah, t'es pas sur Facebook, t'es un peu bizarre quand même. Alors bon, ça nous touche peut-être nous peu, mais dans certains milieux, je pense que ça touche beaucoup plus les gens, quoi. Claude Eken. Sinon. Non, simplement, j'ai juste été frappé, parce qu'il y a une question de neutralité de la chose, mais qu'on est reproché à Mark Zuckerberg pour Facebook, dans un des procès qu'il a en ce moment, que ses algorithmes manquaient d'éthique. Donc il fallait mettre de l'éthique dans l'algorithme. Alors que au départ, c'est quelque chose d'efficient et de neutre qui ne prend pas parti, mais qui devrait être plus protecteur, disons. Voilà. Oui, mais les questions d'éthique, elles vont être essentielles. On a parlé tout à l'heure des voitures autonomes. Il y a un vieux problème philosophique, moral, mathématique qu'on appelle le dilemme du tramway. C'est qu'est-ce que vous faites si vous conduisez la voiture, vous avez le choix entre tuer un bus d'enfants et vous en sortir, ou vous tuez vous-même et sauver le bus d'enfants. Vous faites quoi ? Spontanément, si on vous pose la question à froid, et si vous n'êtes pas dans la voiture lancée à 200, vous allez dire je vais évidemment me sacrifier et sauver les vies de 50 enfants. Concrètement, en situation, vous allez naturellement tenter de sauver votre vie. À partir du moment où c'est un algorithme qui est en capacité dans les voitures autonomes de faire face à ce type de situation et de prendre une décision, il y a 3 questions à se poser. Est-ce que vous êtes au courant de la décision qu'il va prendre ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision ? Et est-ce que vous avez la possibilité de la changer ? Voilà, est-ce que vous avez le bouton qui permet de déconnecter l'algorithme ? Donc c'est un exemple qui frappe tout de suite notre imaginaire, mais il y a plein d'exemples beaucoup plus triviaux qui font que, à mon avis, les questions d'éthique, elles doivent être aujourd'hui au cœur justement du développement informatique et algorithmique. Sinon, effectivement, comme il y a un impact politique derrière, à un moment donné, on va droit dans le mur, quoi. Ou l'économique. Est-ce que l'assurance fonctionnera si la personne a appuyé sur le bouton pour éviter quelque chose et que c'est la voiture qui est abîmée ? Au départ, ce qui aurait été embarqué dans la bagnole, c'est histoire de la protéger aussi parce qu'elle coûte très cher. On en a un exemple aussi pour un bouquin de science-fiction à lire peut-être, c'est Cérès et Vesta de Greg Egan, qui présente exactement le dilemme du tramway et toutes ces questions-là à travers un récit de science-fiction. Alors, on avait une question juste devant, et ensuite on prendra d'autres questions si nécessaire. Enfin, si on a le temps, je veux dire. Plus exactement. Oui, c'est plus une remarque en fait qu'une question, mais qui impose un questionnement. En fait, les outils qui génèrent toutes ces gigaoctets de données, ce sont des outils de communication en fait. Et donc, les données sont exploitées à bon ou à mauvais escient. Il ne faut pas oublier que les outils de communication, ça génère aussi de la communication. Et que le contre-pouvoir même de la génération des données, c'est la communication interpersonnelle entre les gens. Vous avez donné un exemple tout à l'heure qui était le fait que quelqu'un avait mis un badge sur son compte Facebook pour dire je vais voter. Ça a généré un flux chaotique finalement de personnes allant voter. Et pour moi, c'est l'entropie qui augmente avec la génération de toutes ces données. C'est la complexité du monde qui augmente et en fait, le contre-pouvoir de l'utilisation des données, c'est la génération des données par les outils de communication, il me semble. Oui, cette notion de contre-pouvoir est très importante quand on débat de la manière dont à la fois les données circulent dans des volumes de plus en plus spectaculaires et la manière dont elles sont ensuite utilisées par les uns les autres, des algorithmes ou non au demeurant. Je vais évoquer juste un point qui est celui de l'ouverture des données et l'ouverture des données publiques, l'open data. C'est un mouvement qui est récent, qui date d'il y a une dizaine d'années, qui part des États-Unis, qui part de New York, qui part de Montréal derrière, qui arrive en France en 2010
à Rennes, première ville de France à ouvrir ces données. Et en France, on est le seul pays au monde, là aussi, à avoir dit bon, bah, c'est bien d'ouvrir ces données, c'est la transparence, c'est bien pour alimenter les politiques publiques. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une loi. Et la loi, elle date d'il y a 1 an. Et en 2018, il y a la nouvelle législation sur les données personnelles. Et il y a l'obligation pour toutes les communes de plus de 3500 habitants d'ouvrir leurs données. Vous n'en avez pas encore entendu parler sans doute, mais vous allez en entendre parler dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais alors, pourquoi faire? Et c'est là où les choses sont très intéressantes. C'est que pour ceux qui ont inventé au départ l'open data, ça s'est passé à... J'ai oublié le nom de la ville. Ça vient de Californie. Il y avait notamment quelques penseurs de l'Internet qui étaient dans cette démarche. Ils se sont dit il faut ouvrir les données parce que ça va permettre l'émergence de contre-pouvoirs. Et le fait d'ouvrir un maximum de données va faire que des citoyens, des mouvements, pourquoi pas une opposition d'ailleurs, hein, quand il y a une majorité qui dirige, il y a un contre-pouvoir, un shadow cabinet qui va saisir des données et pouvoir vérifier ce que nos gouvernants font. En France, on ne le conçoit pas comme ça. En France, le même mouvement est arrivé et quand on ouvre des données, c'est pour dire, vous voyez, on est transparent. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'en saisit et qu'il y a du contre-pouvoir qui va émerger avec le simple fait que les données soient à disposition. Est-ce que quelqu'un veut réagir pour un dernier mot? Non? Alors, bon, on va quand même arrêter là, même si on a un peu de battement. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés et je remercie bien sûr nos participants des éléments. Et vous avez, je crois, pu saisir que dans diverses tables rondes qui vont suivre, il y aura la poursuite de ces questions qui débordent évidemment tout ce qu'on a pu dire pour l'instant. Bien. Jacques Priol et Claude Eken, je crois, en sont en dédicace immédiatement à la librairie et d'une manière générale, vous retrouverez nos auteurs, Karim Berouka, Olivier Herscheid, sur le festival dans les jours qui viennent, enfin aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Bien, merci à vous et bonne journée.